Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je m'installe, je vous souhaite un bon dimanche. Et écoutez, aujourd'hui on va se détendre puisque je ne vais pas vous présenter de jeu, mais j'avais envie de faire un petit tag que j'ai vu passer et que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment bien fait, il m'a attiré et puis voilà, donc c'est un tag qui a été créé par Aurélia Kay. C'est-à-dire que ça va être des questions sur 22 arcanes majeures. C'est-à-dire qu'on va prendre un arcane, pardon. Je ne sais pas pourquoi je l'emploie toujours au féminin, alors que non, c'est masculin. Donc, on va prendre un arcane, et l'arcane que je vais prendre au hasard, il y aura une question auquel il faudra que je réponde. Et vous allez voir, il est très bien fait dans le sens où les questions sont en lien avec l'arcane. Voilà. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, vous allez voir. Alors, bon, c'est les arcanes majeures. Du coup, écoutez, j'ai sorti mon petit Oswald. Voilà. Parce que au moins lui, il y a les 22, j'ai pas besoin de faire de tri ou de retirer d'un paquet de 78. Voilà, lui, il est complet. Et puis, alors je n'ai pas du tout regardé de vidéo concernant ce tag. J'ai juste vu qu'il apparaissait chez Aurélia, et puis je l'ai écouté expliquer son tag, et puis après j'ai vu qu'elle a commencé, du coup j'ai éteint. Et heureusement, j'ai vu qu'elle avait mis toutes les questions en barre d'infos. Donc j'ai lu, j'avoue, la première, qui est une question sur le fou, et après j'ai arrêté. Voilà, parce que je l'ai découvert hier soir exactement. Donc je me suis dit, on va y aller carrément au pif, on s'entraîne pas, on révise pas, nature, spontané, et voilà. Allez, j'ai battu mes... Voilà, je peux mettre ça n'importe comment, peu importe. Hein. Et puis, je vais tirer une carte, par hasard. Enfin, par hasard. J'aime pas ce mot-là, en fait. Une carte, je vais tirer une carte, voilà, celle qui va m'attirer, et je vais répondre aux questions qui correspondent. Alors, attendez. J'aurais dû vraiment tout faire avant, mais je vous dis, c'est... Hop, que je vois les questions quand même. C'est parti. Alors, je vais pas trop m'attarder parce que 22 questions quand même, et ça prend du temps, hein, surtout qu'on explique toujours un petit peu. Allez, c'est parti, on y va, on en prend une. Et je prends celle-là et je commence avec la roue de fortune. J'adore ce tarot. Franchement, voilà quoi. Alors, la roue de fortune, je vais aller chercher, voilà, la question. Première question donc. Les cartes peuvent-elles réellement prédire l'avenir ou ne reflètent-elles pas des tendances potentielles? Voilà, c'est la question. Alors, je vais répondre vraiment tout personnellement. Hein. Attention, ça n'engage vraiment que moi. Je pense que sur certaines questions, on sera peut-être pas d'accord. Je ne sais pas du tout. On verra hein, les questions posées. Pour celle-là, en tout cas, faut-il absolument... Alors, attendez. Non. Les cartes peuvent-elles réellement prédire l'avenir? Moi, je pense... que oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a du potentiel à que certains jeux ou certaines cartes prédisent l'avenir, mais je pense qu'il suffit pas d'une lecture, tout simplement, sur une carte. Je pense qu'après, c'est un ressenti, c'est des flashs qui viennent accompagner le tirage. Voilà. Si on fait juste que lire les cartes, parce que bon, on le sait, hein, on le dit souvent, n'importe qui peut se servir d'un tarot ou d'un oracle. Et voilà. Après, on va lire un petit peu la carte et puis on va mettre le ressenti qui va se mêler à tout ça. Voilà. Mais s'il y a des flashs en plus qui viennent se greffer, je pense que oui, on peut prédire l'avenir. C'est un peu comme les rêves prémonitoires en fait. Donc, je pense, oui, c'est pas systématique, c'est pas tout le temps, c'est peut-être même un peu rare, mais je pense que c'est possible. Voilà. Bon, j'espère que j'ai bien répondu. Allez, on continue, on se dépêche, parce que faut pas que ça dure 3 heures. L'amoureux. L'amoureux, la question, c'est: le tarot peut-il vraiment aider à prendre des décisions, ou est-ce juste un outil pour mieux écouter son intuition? Moi, je pense que ça peut aider à prendre des décisions. Ça peut aider à
à trancher des choix, ça peut aider, ça peut conseiller, voilà. Enfin, moi, je le fais souvent. Alors, c'est pas du tout le jeu, enfin, c'est pas du tout le tarot qui va rythmer ma vie. Parce que, bien sûr, bah, je vais demander d'abord à ma famille, à mes amis proches, etc. Mais malgré tout, j'aime bien, quand je me pose une question, quand j'ai un choix à faire, j'aime bien prendre mon jeu et voir un petit peu ce que ça amène. Est-ce que ça rejoint les personnes ou pas? Est-ce que, voilà. Donc j'aime bien demander, enfin j'aime bien demander des conseils à mon tarot pour qu'il prenne des décisions. Alors je suis pas obligée de les suivre, mais ça fait un petit plus dans la balance. Voilà. Donc non, je pense que oui. Voilà. Non, je pense que oui. Le truc qui ne veut rien dire. Le tarot peut-il vraiment aider à prendre des décisions? Je répondrai oui. Allez, on continue. Je prends celle-là. Le battleur. Alors, je suis sur comme vous pouvez le remarquer, sur une tendance de Marseille avec le tarot d'Oswald. Donc, on aura le battleur, pape, etc. Alors, le battleur numéro 1, donc c'est le magicien. Est-ce qu'acheter beaucoup de jeux dès le début aide à progresser ou vaut-il mieux maîtriser un seul deck? Alors franchement, de mon point de vue personnel, je pense qu'il faut justement maîtriser déjà un bon jeu. Je pense que c'est comme ça qu'on va vraiment qu'on va progresser. Parce que c'est un peu contradictoire, parce que c'est vrai que quand on commence, on a envie d'acheter plein de jeux. Et puis finalement, on est débordé, et puis on se retrouve avec 20 jeux, 25, 30 jeux, et puis après on va prendre comme ça un petit peu au hasard, puis on va continuer d'acheter aussi. Et finalement, on les connaît tous un peu, mais aucun bien, vraiment, à fond. Donc je pense que pour progresser, il faut un petit peu vraiment prendre le jeu qui nous convient, qui nous plaise, et vraiment le maîtriser un maximum. Et puis après, bon voilà. Bon, ça c'est mon avis. Bon, c'est comme ça que j'ai fait, moi, en tout cas. Voilà. Hop. Le pape. Le pape. Les traditions dans la cartomancie doivent-elles être préservées ou faut-il moderniser la pratique pour la rendre plus accessible? Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on parle comme tradition dans la cartomancie. Moi, je pense qu'à certaines traditions, peut-être qu'il faut... Ben, je sais pas trop, en fait. Les traditions dans la cartomancie doivent-elles être préservées? Ça dépend des traditions. En tout cas, enfin, moi, j'aime bien les anciens jeux, mais je trouve que c'est toujours intéressant de moderniser une pratique pour la rendre plus accessible. Voilà ce que je répondrai. Alors, la papesse. Peut-on pratiquer sans jamais lire de livret ni étudier la symbolique des cartes? J'ai envie de dire qu'on peut tout pratiquer sans rien lire, hein. Il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment dans la vraie cartomancie. Ça va être après notre propre intuition qui va faire son micmac, qui va faire son chemin. Mais je pense, moi, qu'il est plus... qu'il est préférable quand même d'étudier la symbolique des cartes. Voilà. Après, on peut tout faire hein, sans livret ou sans lire de livres. Mais si on veut vraiment avoir un potentiel maximum et de savoir de quoi on parle, ce qu'il en retourne, etc., je pense que c'est important de lire les livres. La Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu... elle est où? Elle est là. Un tirage peut-il être totalement faux ou est-ce une question d'interprétation et de contexte? Ah ben écoutez, là, moi, j'ai envie de dire que c'est une question d'interprétation et de contexte. Je pense pas que quand on fait un tirage, les cartes sont fausses. Je pense qu'à chaque fois, il y a quelque chose derrière une carte, mais après, c'est à nous de bien l'interpréter, de la comprendre, voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas de faux tirage. Par contre, il peut y avoir des interprétations ou des contextes qui sont parfois un peu biaisés.
C'est ce que je pense. Alors, ici, on a l'arcane sans nom sur le questionnaire, voilà, la mort. Les jeux qui ne nous parlent plus devraient-ils être vendus, donnés, ou peuvent-ils retrouver une utilité plus tard? Les jeux qui ne nous parlent plus devraient-ils... Ben, ça dépend. J'ai envie de dire ça dépend parce que moi, par exemple, je n'ai aucun problème à vendre et à donner des jeux, mais alors vraiment pas. Mais les jeux que je vends et que je donne, ce sont des jeux où je n'aurais pas eu d'accroche sentimentale avec. Voilà. Si j'ai un jeu que j'ai beaucoup travaillé, qui m'a apporté beaucoup, etc., et que j'ai envie pour X raison de le mettre à la retraite ou de plus m'en servir, c'est clair que je le vendrai jamais. Je vais toujours le garder, voilà, sur mon étagère, en référence, en souvenir, etc. Mais par contre, si c'est un jeu que j'ai acheté je sais pas, sur un coup de cœur ou parce que j'ai craqué en regardant une vidéo, etc. Et avec qui j'ai pas vraiment lié de lien, oui, sans problème, je vais le vendre ou le donner. Voilà. Le monde. J'aime trop ces cartes. Le monde. Peut-on vraiment tout savoir sur le tarot ou est-ce une discipline en constante évolution? Ah ben, ça, c'est sûr qu'on n'aura pas assez d'une vie. Je ne sais même pas si on aurait assez de 2 vies pour tout savoir sur le tarot parce que c'est une constante évolution. Et puis même s'il n'y avait pas d'évolution, avec tout ce qu'il y a derrière à apprendre, à comprendre, déjà, ça prend du temps. Alors, plus l'évolution derrière, c'est tout le temps, on sera tout le temps le nez dans le tarot jusqu'à la fin, et puis plus s'il y a d'autres vies derrière, quoi. Ça, c'est certain. Il y a tellement de choses. Le diable, alors, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Le diable. La cartomancie est-elle devenue trop commerciale et moins spirituelle? Ah ben ça c'est sûr. Ben, c'est toujours pareil. Hein, ça n'engage que moi, tout ce que je dis là. Mais pour moi, effectivement, c'est complètement, mais alors complètement commercial. On a des cartes, des jeux à toutes les sauces. Mais ça part de tout et n'importe quoi parfois. Et alors, c'est pas ça qui est gênant, parce qu'après, voilà, chacun fait le jeu qui l'inspire. Mais c'est surtout que, mais vous vous rendez compte qu'on en a des dizaines et des dizaines qui sortent par mois. Et que finalement, moi je trouve qu'on perd de ce mystère de la cartomancie. Maintenant, c'est hyper banalisé. C'est dans les cours de récré, c'est à la sortie du lycée, tout le monde a un petit jeu pour s'amuser, etc. Alors, ça va être sur tel domaine, enfin, voilà. Donc oui, c'est hyper commercial, et la spiritualité, bon ben, on a pris un coup en fait. Et puis la cartomancie, c'est plus la cartomancie mystérieuse, enfin celle avec qui on avait un profond respect, etc. Ah non, maintenant, c'est d'une banalité. Tout le monde a un jeu maintenant. Tout le monde, même ceux qui ne sont pas spécialement dans la spiritualité. Hein. La lune. L'image mystique et ésotérique de la cartomancie est-elle trop mise en avant sur les réseaux au détriment de la pratique réelle? Alors, attendez, je relis. L'image mystique et ésotérique de la cartomancie est-elle trop mise en avant sur les réseaux au détriment de la pratique réelle? Bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant. C'est que c'est devenu tellement banal, en fait, qu'on y perd un peu l'ésotérisme, le mysticisme, la cartomancie, tout ça, c'est un peu... ça a tellement été dilué par des jeux dans des domaines de toutes sortes, que finalement, on perd un petit peu, je pense, hein, on perd un petit peu la pratique réelle. Voilà, maintenant, j'ai envie de dire, bon,
j'ai envie de dire que maintenant, les jeux, la cartomancie, c'est tellement banalisé que moi, j'ai parfois l'impression que ce sont des jeux de société. Mais c'est plus vraiment la cartomancie comme on la voyait, quoi. Même si on a évolué, c'est bien, c'est beau d'évoluer, mais voilà, comme toute évolution, faut que ça soit fait, faut que ça soit dosé, quoi. Parce que évoluer comme ça, un peu la tête dans le guidon, ben des fois les évolutions, elles sont pas toujours bénéfiques, que je trouve. Et c'est un peu le cas. Bon, celle-là, je l'ai prise direct. Les étoiles. Les étoiles, alors, elles sont où? Je cherche la question, les étoiles, voilà. Un bon tarot ou un bon oracle doit-il être inspirant et positif ou doit-il aussi inclure des cartes plus dures? Alors, je pense qu'un bon tarot, un bon oracle, c'est un jeu qui doit être équilibré. C'est un jeu qui doit ressembler un petit peu aux choses de la vie. Donc effectivement, il n'y a pas que des bons côtés, il y a aussi des bonnes claques, et je pense que un jeu, c'est le reflet de notre société, de notre vie, donc oui, il doit y avoir des cartes plus dures et des cartes plus positives pour pouvoir équilibrer des tirages et que ça soit un bon jeu, quoi. Si vous avez des jeux, il y en a hein, comme ça, des jeux où tout est doux. Je dis pas que c'est pas bien, parce que ça fait toujours du bien. Enfin, des fois, on en a besoin. Et puis, des fois, ça peut être la petite carte, voilà. Ça peut être la petite chose enrobée dans le sucré qu'on va rajouter sur un tirage de tarot qui était un petit peu dur. Voilà. Donc, ça fait du bien. Mais faire un tirage complet avec un jeu Love to Love, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, à la question, doit-il aussi inclure des cartes plus dures? Je dirais oui. Ça va, vous tenez le coup? Bon, je suis dans les temps, je suis contente, 17 minutes, ça va. Parce que j'ai pas envie de vous faire non plus une grande vidéo, même si je sais que certains aiment bien les longues vidéos. Moi, honnêtement, quand je regarde quelqu'un, j'aime bien aussi que ça soit assez long. Mais bon, il y en a d'autres qui préfèrent que ça soit assez rapide, quoi. Donc, je vais essayer de faire entre les deux. Le chariot. Le chariot. Alors, il est où? Mince, je ne trouve pas. Parce que c'est pas numéroté le questionnaire, donc... Oh ben il est là, je ne suis pas remonté jusqu'en haut. Alors, le chariot. Les tendances et recommandations des personnes qui reçoivent les jeux gratuitement ont-elles trop d'impact sur les achats de jeux? Attendez, je relis. Je relis. Les tendances et recommandations des personnes qui reçoivent les jeux gratuitement ont-elles trop d'impact sur les achats de jeux? Je pense que, gratuit ou pas gratuit d'ailleurs, je pense que oui, ça a un impact. Quelqu'un qui fait des vidéos et qui vend son jeu, même si on n'avait pas l'intention de s'y intéresser, s'il est bien vendu, on va dire, ça peut donner envie. Et puis, mais voilà. Mais par contre, gratuit, je vois pas. Par contre, pourquoi gratuit? Attendez. Gratuit. Les jeux. Je pense gratuit ou pas gratuit. Hein. Je pense qu'on parle des chaînes. Des chaînes ou des sites ou des blogs ou tout ça de personnes qui reçoivent des jeux gratuitement. Mais peu importe. On sait sûr que ça a un impact en tout cas. Est-ce qu'elles reçoivent les jeux gratuits ou pas, ça aura un impact par rapport à celui qui regarde. Moi, je sais que vos commentaires m'ont parfois fait acheter des jeux, parce que vous m'avez dit, il y a quelques personnes d'entre vous qui m'ont dit, est-ce que tu connais tel jeu? Est-ce que tu connais ce créateur, etc. Et comme je note tout, je vais voir, et puis parfois je craque. Donc, voilà. Ah, j'ai soif. Attendez, je bois un coup.
c'est parti, on continue. Et on est avec le jugement. Le jugement. La montée en popularité des jeux modernes et colorés a-t-elle fait perdre au tarot sa profondeur symbolique? Alors, si on va au fond du problème, je dirais que non. Parce que le tarot restera toujours le tarot, quoi qu'il arrive. Il n'y a aucun problème, le tarot, c'est une institution, quoi, voilà. Même le tarot moderne, hein, je compare pas tarot ou oracle, là, mais je veux dire, le tarot de base aura toujours sa réputation de vrai tarot. Bon, après, là, je parle vraiment de mon ressenti, mais bon. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de jeux modernes et colorés qui sortent, c'est surtout que maintenant, les personnes qui arrivent fraîchement dans la cartomancie vont forcément trouver, enfin pas toutes, hein, pas toutes les personnes, mais bon, vont trouver un jeu moderne et coloré beaucoup plus parlant que voilà, celui-là ou un Rider-Waite-Smith, etc. Parce qu'elles vont trouver ça désuet. Alors, je ne parle même pas du tarot de Marseille, hein, qui est quand même assez austère malgré tout et pas facile. Mais on va rester sur le Rider-Waite-Smith et je pense que oui, voilà. La montée en popularité de ce genre de jeu va surtout faire que les nouvelles générations ou les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête tout simplement, hein, vont faire qu'ils vont se tourner plus vers les jeux modernes. Après, les tarots de base resteront toujours ce qu'ils sont, quoi. Parce que c'est les premiers. Et j'espère qu'on les oubliera pas, en tout cas. Donc, si elle fait... Est-ce que les jeux vont faire perdre... Les nouveaux jeux modernes vont-elles... Oh là là, je recommence. Donc, est-ce que les jeux modernes et colorés fera perdre la profondeur symbolique du tarot? J'ai eu du mal. Je pense pas, mais il risque pas d'être oublié, parce que ça sera toujours le tarot, mais d'être beaucoup, beaucoup moins mis en avant, ce qui est déjà le cas, je trouve. L'empereur. Ah, l'empereur. Les structures traditionnelles comme le tarot de Marseille et le Rider-Waite-Smith sont-elles indispensables à connaître avant d'explorer d'autres jeux? C'est toujours pareil, rien n'est obligé, rien n'est indispensable dans la cartomancie, mais moi je pense que si on veut vraiment aller au fond des choses et comprendre, c'est important de connaître et d'explorer les jeux traditionnels. Voilà. Parce que, justement, si vous commencez avec un tarot coloré, qui a ses propres codes, avec, bon voilà, imaginons qu'on est sur un tarot qui parle de fleurs, par exemple, je dis, voilà, ça au hasard, vous allez apprendre ce qu'il y a dans le bouquin, vous allez, voilà, et vous allez forcément le connaître pour faire vos tirages. Mais dès que vous allez passer à un autre tarot, vous allez être à nouveau perdu. Il va falloir réapprendre le futur tarot que vous allez choisir. Alors que si vous apprenez la base de la base, du Rider-Waite-Smith ou du tarot de Marseille, vous saurez, même avec un jeu moderne, vous débrouiller. Ça n'empêchera pas de lire le livre parce qu'il y a quand même l'auteur qui apportera son truc, quoi, son énergie, son aura, etc. Mais voilà, ça sera un plus que vous rajouterez à ce que vous connaissez du tarot. Donc moi, je pense que les structures traditionnelles, alors je vais parler du Rider-Waite-Smith, sont indispensables. Non, rien n'est obligatoire, mais c'est beaucoup mieux pour comprendre et apprendre le tarot par la suite. Je pense, hein. Après, voilà. Le soleil. Le soleil, c'est bizarre. Il y a eu une lumière là qui c'est devenu plus sombre d'un coup. Alors, le soleil, un tarot
doit-il forcément être sérieux et spirituel ou peut-on le pratiquer de manière plus ludique? Un tarot, vous pouvez l'utiliser comme bon vous souhaite. Voilà. Un tarot, enfin, voilà, c'est toujours très personnel, mais pour moi, un tarot, c'est du sérieux, bien sûr. C'est spirituel aussi, mais pas que. C'est aussi un ami, c'est aussi un conseiller, c'est aussi quelqu'un qui va nous inspirer pour faire des dessins, c'est aussi quelqu'un qui va nous inspirer pour faire des photos. Voilà, donc on peut faire énormément de choses avec un tarot sorti de son contexte de tirage pour aider les gens ou pour prédire, etc. Donc c'est vraiment... c'est pas que un outil sérieux et spirituel. C'est tout. Alors, je prends celle-là. L'ermite. Faut-il parfois faire des pauses dans sa pratique du tarot pour mieux se reconnecter à soi-même? Ça, je sais pas. Je sais pas, parce que je pense que ça dépend des gens, voilà. Moi, je sais qu'il y a eu une période, il y a quelques années, où j'étais obligée de faire une pause forcée avec la cartomancie, tout simplement parce que je sais pas ce qui s'est passé, franchement. Je ne voyais plus mes cartes que comme des bouts de carton. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à rentrer à l'intérieur, à avoir une connexion avec, avec chaque carte. Et je sais pas. Je n'ai pas compris, je l'avais même écrit sur... j'avais exposé ce problème sur le groupe. Et puis j'essayais, et non, rien, mais c'était éteint en fait. J'ai l'impression qu'on avait éteint la lumière, vous voyez plus rien. Et j'ai laissé ça de côté pendant une semaine, 2 semaines, je crois, ouais, 2 bonnes semaines. Et puis l'envie est revenue. Donc je pense que j'ai dû saturer à un moment donné et que une pause m'était nécessaire, mais elle n'est pas venue de moi personnellement. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a coupé le son et l'image plus haut et c'était forcé. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas constamment non plus sur leur jeu de cartes tous les jours, donc il n'y a peut-être pas besoin de faire de pause. Si pendant 3 jours, elles ne peuvent pas s'occuper de leurs cartes, voilà, je pense pas que ces gens-là ont besoin de pause, enfin je sais pas. Je sais pas, dites-moi en commentaire, franchement dites-moi, parce que est-ce qu'on a besoin de faire une pause pour se reconnecter? Je sais pas, voilà. Vous gênez pas hein, en commentaire pour répondre à quelques questions ou donner votre avis. Ça serait vraiment avec plaisir que je lirai tout ça. La tempérance. Peut-on mélanger plusieurs jeux dans un même tirage ou vaut-il mieux en utiliser un seul à la fois? C'est toujours pareil. C'est si on débute, je vous conseille pas de faire des mélanges de jeux. Parce que ça peut embrouiller, c'est comme, voilà, est-ce que c'est bien d'avoir plein de jeux au début? C'est un peu pareil, sauf que là, voilà. Après, si on est habitué ou qu'on connaît bien son jeu, pourquoi pas amener une carte d'un oracle, voilà, histoire d'adoucir un tirage ou de mettre le doigt sur un point bien précis, pourquoi pas effectivement prendre un autre jeu, voire même doubler les cartes avec un autre jeu. Mais je pense que ça, on peut le faire quand on a quand même déjà un jeu qu'on connaît bien. Parce que alors, si déjà vous avez du mal avec un premier jeu et que vous utilisez dans le tirage d'autres cartes, je sais pas, hein, logiquement, ça va vous perdre, je pense. Hein. Dites-moi. Le pendu. Le pendu. Il est où, lui? Ah là là là, il est là. Peut-on vraiment tirer les cartes pour soi-même de manière objective? Moi, je pense que oui. Voilà. Je pense que oui. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire le vide, mais je pense que oui. Faut vraiment essayer de se détacher, de prendre de la distance. Mais oui, je pense que effectivement, on peut tirer les cartes pour soi-même, de manière objective. La force. Faut-il absolument purifier et consacrer un jeu avant de l'utiliser ou est-ce juste une croyance?
Moi, je dirais que c'est chacun son petit rituel. Moi, je sais que je purifie quelques jeux. Alors, je le faisais au diapason, je le fais encore parfois, parce qu'il y a des moments où l'encens, par exemple, ça m'époumonne. Mais j'aime bien purifier. Par exemple, je vais mettre sur un petit coton quelques gouttes d'huile essentielle de Palo Santo ou de lavande, tout simplement. Mais c'est plus pour donner une ambiance à mes jeux et une odeur. Et je parfume aussi pas mal mes jeux. Pour avoir l'impression qu'ils m'appartiennent vraiment. Et puis ça leur donne une personnalité. Et c'est vrai que parfois, alors j'ai pas autant de parfums que j'ai de jeux, hein, mais je parfume surtout mes jeux chouchous. Je vous ferai une vidéo sur mes chouchous. Et ceux-là, par contre, ils vont avoir des parfums. Et si vous me passez une carte d'un jeu et que j'ai les yeux fermés, sur les 5 tarots que j'adore, je saurais tout à fait reconnaître quel tarot rien que par son parfum, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, pour moi, c'est une sorte de purification, c'est de leur donner vie, de leur donner du caractère. Mais voilà, c'est pas... et l'encens, c'est pareil, c'est plus pour leur donner une odeur et que ça soit vraiment mes jeux, quoi. Donc, c'est pas juste une croyance. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, quand on achète un jeu sur une plateforme de revente, il faut vachement purifier parce qu'on ne sait pas qui l'a touché avant, etc. Ça, après, c'est chacun, ouais, effectivement, chacun ses croyances pour ça. Hop, l'impératrice. Les jeux auto-édités ont-ils une âme plus forte que les jeux mass market ? Voilà, ça c'est de la question. J'ai envie de dire oui, parce que un jeu auto-édité, c'est un jeu qui n'est pas passé par 36 000 mains, même si on a fait quelques-unes, sûrement pas autant qu'un mass market. Donc on a envie de dire que ben déjà le créateur l'a touché, c'est son jeu, c'est lui qui l'édite, c'est lui, voilà. Donc forcément, il aura peut-être plus d'impact qu'un jeu qui va être en grande distribution, qui sera passé par une tonne de choses avant d'être dans nos mains. Donc j'aurais envie de dire oui, mais ça n'empêche pas que les mass market ont une âme assez forte aussi, hein. Allez, plus que 2. La justice. La justice. Est-il important de respecter l'intention originale du créateur d'un jeu ou peut-on totalement s'approprier ses propres significations? Waouh. Ça, c'est des questions. Est-il important de respecter? Alors ça, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Moi, j'aurais envie de dire que c'est important quand même de respecter l'intention du créateur. Mais le créateur lui-même sera peut-être le premier à nous dire, une fois que vous l'avez entre vos mains, il est à vous, il faut vous l'approprier. Ça, des fois, on le voit même dans les petits livres, hein, qui accompagnent le jeu. Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Voilà, c'est qu'il faut respecter ce que veut faire passer le créateur dans ses cartes, dans ses illustrations, etc. Mais on peut, ça n'empêche pas, hein, rajouter nos propres interprétations. Voilà. Et la dernière, c'est le fou. C'est marrant qu'on termine par le fou. Faut-il suivre les méthodes traditionnelles ou chacun peut-il apporter les cartes librement? Ah non, attendez. Je dis n'importe quoi, je recommence. Faut-il suivre les méthodes traditionnelles ou chacun peut-il interpréter les cartes librement, même sans connaissance approfondie? Ça ressemble un petit peu à la précédente. Non, attendez, je relis encore une troisième fois. Vous savez, moi, il faut le temps, hein. Faut-il suivre les méthodes traditionnelles ou chacun peut interpréter ses cartes librement, même sans connaissance? Ben, je sais pas, c'est un peu la même question. J'ai envie de dire que qu'on fait comme on le sent, comme on le sent, comme on le ressent, mais c'est bien de suivre aussi une méthode traditionnelle. Voilà, c'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre, en fait, hein.
on peut tout à fait suivre une méthode traditionnelle. On connaît les bases. Et puis après, avec la base qu'on a sous les yeux, on peut interpréter librement nos cartes. J'ai pas l'impression que le fait d'être sur une méthode traditionnelle ou sur une base d'origine, j'ai pas l'impression, enfin moi je ressens pas ça comme ça, que tout de suite ça va nous emprisonner pour être libre après dans nos interprétations. Je pense que c'est un plus, mais c'est pas quelque chose qui va nous empêcher, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, 35 minutes, franchement, ça va. Et bah écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce tag. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Merci Aurélia. Je trouve qu'il est très intéressant. Il est bien foutu parce que vous avez vu, chaque carte a l'énergie de la question. Ou plutôt, attendez, chaque question a l'énergie de la carte. C'est peut-être plus en ce sens-là. Et j'ai pris vraiment plaisir à le faire parce qu'on n'a pas besoin de sortir 36 jeux. Moi, j'aime pas sortir tous les jeux comme ça, puis voilà, ce jeu, ceci, voilà. Je préfère quand c'est comme ça, en fait. Donc voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu. Et puis, ne vous gênez pas, si vous voulez répondre, vous, à une... Je mettrai les questions en barre d'infos. Et s'il y a une question, ou même plusieurs, hein, qui vous donne envie d'y répondre, eh ben, ne vous gênez pas en commentaire de me donner votre avis. Donc voilà, et ben écoutez, je suis super contente d'avoir fait ce petit tag. J'ai envie d'en faire un autre, pas maintenant, hein, mais une prochaine fois si j'en trouve un bien. Et j'ai envie de vous dire tout simplement bon dimanche, profitez de... Ah, mais en plus demain c'est férié, c'est le lundi de Pâques. Écoutez, c'est chouette. Profitez, hein, je sens que ça va être trop sympa. Mangez pas trop de chocolat. Et puis je vous dis à très vite. Gros bisous. Ciao.